Bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse, la rubrique boursière du magazine Trends Tendance. Ce mercredi, Sébastien Buron, journaliste chez Trends Tendance, vous propose un aperçu de l'actualité des marchés financiers. Ce podcast est réalisé avec le support fort apprécié de Keytrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique. Bonjour à toutes et à tous. S'il y a bien un actif qui suscite l'intérêt des investisseurs pour le moment, c'est celui-là, l'or. Comme moi, vous avez sans doute lu un peu partout dans les journaux que le métal jaune n'en finissait plus de grimper. À vrai dire, il vole même de record en record cet été. Après avoir pulvérisé son sommet historique de septembre 2011 à 1921 $, il vient ces jours-ci d'enregistrer un nouveau record. La relique barbare, comme l'appelait Keynes, a en effet franchi la barre des 2000 $ l'once. Une barre symbolique, puisque jamais dans l'histoire, le métal précieux n'avait valu autant sur les marchés. Et dire qu'en janvier, l'once s'échangeait encore à 1500 $ seulement. En clair, l'or a bondi de plus de 30% depuis le début de l'année. Une croissance spectaculaire qui lui vaut même aujourd'hui d'afficher sa plus forte progression de la décennie. Plusieurs facteurs expliquent cette croissance fulgurante. Valeur refuge par excellence, l'or profite bien sûr des incertitudes géopolitiques, entre Washington et Pékin notamment. Il profite aussi de l'inquiétude des investisseurs face à l'ampleur de la crise du coronavirus, mais il profite aussi et surtout des politiques monétaires ultra accommodantes des banques centrales qui ont pour conséquence d'enfoncer les taux d'intérêt en territoire négatif. Un monde de taux d'intérêt négatifs dans lequel l'or a perdu son principal handicap, le fait de ne pas procurer de rendement. Par ailleurs, l'once est également dopé par la faiblesse du dollar. À cause de la crise du coronavirus, le PIB américain s'est contracté de plus de 30% au deuxième trimestre. Jamais vu depuis l'après-guerre, ce qui a envoyé le billet vert au tapis. Et comme l'or est libellé en dollars, l'affaiblissement du billet vert stimule les achats par les investisseurs. Reste bien sûr à savoir si cette tendance à la hausse va se poursuivre et s'il n'est pas trop tard pour en profiter en tant qu'épargnant. Eh bien, apparemment non. D'après la banque Goldman Sachs, l'or devrait atteindre les 2300 $ au cours des 12 prochains mois. Quant aux experts de Bank of America, ils affirment que les prix pourraient monter jusqu'à 3000 $ l'once. Manière de dire que l'or n'a pas fini de briller. La parole est maintenant à l'expert de Keytrade Bank avec une analyse de l'actualité économique et financière. Mon collègue Sébastien Buron a déjà évoqué les excellentes performances de l'or et de l'argent. Mais l'éclat de ces métaux précieux éclipse les autres matières premières, car c'est bien le marché dans son ensemble qui a brillé. Prenons par exemple le cuivre et le zinc. Ces deux métaux de base ont vu leur cours s'envoler ces dernières semaines. Rien d'illogique à cela, de nombreux investisseurs tablent toujours sur une reprise en V. De nombreux investisseurs tablent toujours sur une reprise en 5. Dans une perspective à long terme, la progression des cours des matières premières mérite un suivi attentif. La plupart des métaux achèvent une décennie peu reluisante. Après la crise financière puis économique, le marché était en suroffre. Du fait de la montée en puissance de la Chine, de nombreux spécialistes des matières premières anticipaient, jusqu'en 2008, une croissance ininterrompue. Mais cette ascension a pris fin, avec pour conséquence de fortes baisses des prix. Les matières premières ont en quelque sorte perdu 10 ans. Très pessimistes, les investisseurs ne se bousculent donc pas au portillon. Pour nous, cette situation offre des opportunités sur le long terme. Un contexte négatif est donc souvent propice à l'amorce d'une tendance haussière. C'est donc le bon moment pour commencer à s'intéresser au marché des matières premières. Bienvenue dans la seconde partie du podcast de l'initié de la bourse. Parlons maintenant d'AB InBev, car même s'il a livré des résultats supérieurs aux attentes du marché pour le deuxième trimestre, le temps n'est pas vraiment au beau fixe pour le numéro 1 mondial de la bière. Outre l'acquisition de son concurrent SAB Miller en 2016, qui continue de peser sur sa structure financière, voilà le géant de Louvain maintenant également obligé d'affronter les vents contraires de la crise du coronavirus. Une crise qui le touche directement. Comme on le sait, l'épidémie de Covid a en effet provoqué un lockdown planétaire, un confinement quasi mondial qui a brutalement mis l'économie à l'arrêt aux 4 coins du globe et qui a provoqué au passage la fermeture des cafés et des restaurants en Belgique comme à l'étranger. Une véritable catastrophe pour l'Horeca, où, en temps normal, la bière coule à flot. Avec, bien entendu, comme lourde conséquence pour AB InBev, présent
un peu partout dans le monde, que la consommation de houblon a fortement chuté ces derniers mois et que celle-ci n'a que partiellement été compensée par la consommation à domicile. Résultat des courses, des chiffres en net recul. Au premier trimestre, les volumes de bière vendus ont ainsi chuté de 13% avant de s'effondrer encore de 17% au deuxième trimestre. Quant au chiffre d'affaires du géant brassicole, il a mécaniquement reculé de 12% au cours des 6 premiers mois de l'année pour s'établir à 21,3 milliards d'euros contre 25 milliards sur la même période un an plus tôt. Certes, la baisse des volumes au second trimestre est moins grave que ce qu'attendait le marché. Par ailleurs, le propriétaire de la Stella et de la Budweiser en a vu d'autres. Il a déjà surmonté pas mal de retours de flamme dans son histoire. Cela n'empêche toutefois pas le groupe belgo-brésilien dirigé par Carlos Brito de voir ses flux de trésorerie être fortement mis sous pression. 25% de cash en moins sur les 6 premiers mois de l'année. Et cela, alors que nous assistons à une deuxième vague de restrictions pour les établissements HoReCa et que le groupe reste fortement endetté suite à l'acquisition de son concurrent SAB Miller voici déjà 5 ans. Rien de dramatique pour le moment, mais certains observateurs ne voient toutefois plus aujourd'hui dans l'action AB InBev un placement bon père de famille comme il a pu l'être par le passé. Merci d'avoir écouté le podcast de l'initié de la bourse. Vous trouverez plus de conseils et d'analyses de l'initié de la bourse demain dans les pages vertes du magazine Trends Tendance. La semaine prochaine, nous sommes de retour avec de nouvelles analyses. Ce podcast est réalisé avec le soutien de KeyTrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.